Bonjour et bienvenue sur Architecte de la Lumière, la chaîne où on décortique la photo en détail sans se prendre la tête. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse d'obturation. Alors ouais, ça sonne comme un truc de mécano, mais promis, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est en fait votre baguette magique pour dompter le temps. Un peu comme un super-héros, mais en moins flamboyant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette vitesse d'obturation? Imaginez votre appareil photo comme une petite maison avec une fenêtre. L'obturateur, c'est comme les rideaux de cette fenêtre. Son job? Décider combien de temps vous laissez la lumière entrer chez vous. Ces rideaux, ils peuvent s'ouvrir et se fermer en un éclair, un demi-millième de seconde par exemple. Ou rester grand ouvert pendant longtemps, 30 secondes, 40 secondes, une minute. Et croyez-moi, ça change tout. Plus votre obturateur reste ouvert, plus la lumière s'accumule sur le capteur. C'est purement physique. Du coup, temps long égale photo claire, temps court égale photo sombre. Bon, j'avoue, ça a la complexité d'une recette de pâtes, mais c'est la base. C'est un peu comme quand vous ouvrez un robinet au-dessus d'un seau. Vous ouvrez en grand, mais plus ou moins longtemps. Si vous le conservez ouvert, vous aurez plus d'eau dans le seau, voire trop d'eau. Vous serez donc en surexposition. A contrario, si vous le refermez immédiatement après l'ouverture, vous aurez juste quelques gouttes. Mais vous serez possiblement en sous-exposition s'il n'y a pas assez d'eau. De lumière. Je résume donc. Si vous ouvrez longtemps, vous aurez beaucoup de lumière et possiblement trop surexposition. Si vous ouvrez très peu de temps, vous aurez moins, voire beaucoup moins de lumière et vous risquez même de ne pas en avoir assez. Sous-exposition. Et attention, hein, pour pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse d'obturation, il va falloir jouer avec l'ouverture, parce que les deux sont liés. Et s'il y a un doute, il y a ma vidéo qui en parle, ici, ou là, je sais plus. Nous avons donc vu l'effet de la vitesse d'obturation sur la quantité de lumière capturée. Mais la vitesse d'obturation, c'est aussi une baguette magique pour maîtriser le temps. Parce que elle vous donne le pouvoir de jouer avec le mouvement. Vous pouvez soit figer le temps, comme dans Matrix, soit le transformer en poésie floue. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement, avec deux situations. La situation numéro 1, donc, le mode bullet time. Vitesse rapide, un 500e, un millième et plus, vous devenez Néo. Vous pouvez capturer l'expression de terreur de votre chat qui tombe du canapé, ouais, là faut être au taquet, j'ai pas d'exemple à montrer, ou capturer le passage d'un avion de chasse dans un meeting aérien. Ou bien stopper une goutte d'eau en plein vol, comme ici avec ce caillou jeté dans l'eau par mon fils dans la Dordogne cet été. Et c'est finalement plus facile, même s'il faut avoir un gamin pour qu'il jette des cailloux dans l'eau, hein, quand même. Sinon ça sert à rien. Et si en plus vous shootez en rafale, vous allez obtenir l'enchaînement complet de l'action, idéal pour la décortiquer. Situation numéro 2, le mode peinture temporelle. Ce sont les vitesses lentes. Là, vous devenez un artiste du temps. L'eau de la rivière devient un voile de mariée éthéré, les phares de voiture dessinent des rubans lumineux, et en fait, tout ce que vous voulez capturer en mouvement peut devenir quelque chose. Comme les feux d'artifice, par exemple, regardez ça. Ben ouais, parce qu'en vitesse lente, le capteur aura suffisamment de temps pour accumuler un peu plus de la faible lumière des astres de nos nuits. Juste parce que l'obturateur sera resté assez longtemps ouvert. Rappelez-vous, c'est au début de mes explications. C'est magique? Non, en fait. Mais attention, sans trépied, vous allez obtenir l'effet j'ai pris ma photo pendant un tremblement de terre, et croyez-moi, c'est rarement l'effet recherché. Quoique, ça donne parfois des images intéressantes comme celle-ci, qui ne montre rien mais qui est plaisante à regarder. Je vais résumer. Pour illustrer ces différences de vitesse et l'effet que ça a sur l'image, j'ai 3 exemples. Toujours sur la Dordogne, comme la photo précédente, sur un petit déversoir qui crée un petit rapide avec une micro-chute d'eau. Pour cette première photo, j'ai réglé une vitesse d'ouverture à un 160e de seconde. C'est le réglage moyen normal, celui qui m'a été donné par l'appareil photo, qui a fait ces réglages
tout seul. L'eau et ses mouvements sont figés. On voit les gouttelettes d'eau projetées par la cascade, on voit bien les bulles du remous. Cependant, on voit quand même que l'eau dans la zone la plus rapide se présente déjà sous une forme un peu lissée. Ça signifie que l'eau se déplace à une vitesse supérieure à ce 1/160e de seconde. Ok, on passe maintenant à la deuxième photo. Pour celle-ci, j'ai une vitesse d'ouverture de 1/13e de seconde, soit environ 10 fois plus lent que l'image précédente. Sur cette prise, l'eau commence vraiment à sembler filer. Étirée, la zone de mousse, pied de la chute, semble plus cotonneuse, moins définie. Normal. J'ai gardé l'obturateur ouvert plus longtemps. Du coup, les mouvements s'étalent sur le capteur et le temps est un petit peu plus maîtrisé. Pour la dernière de cette série, j'ai pris une vitesse de 1/6e de seconde, soit moitié moins que la photo précédente. Ce qui signifie que pendant l'ouverture de l'obturateur, je vais capturer 2 fois plus de mouvements. Et comme on peut bien s'en douter, ça se voit. Bien. Tout ce qui est en mouvement sur l'image est devenu soit encore plus cotonneux, soit carrément affligé d'un effet de lissage. Et c'est encore plus visible, parce que j'ai fait ces images à main levée. Et ouais, j'avais oublié mon trépied, on ne juge pas, merci, et que du coup j'ai bougé. Oh, pas grand-chose. À peine perceptible pour moi, imaginez, 1/6e de seconde. Mais ça se voit. Sur le premier plan, là, les galets sont flous, les herbes également, et ça se voit aussi sur l'arrière-plan. Jetez un œil sur le bac si on arrive opposé. Là. Si on zoome un peu, on va voir double. C'est l'effet du mouvement du bac sur l'eau et de mon mouvement pendant la durée de prise de vue. Et pourtant, je le répète, cette photo a duré 1/6e de seconde. Ça paraît rien, 1/6e de seconde, et pourtant, ça a suffi à créer ce flou de mouvement. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour régler ce point-là. En fait, il n'y en a presque qu'une seule. Le trépied. Parlons-en de ce trépied. Pour les vitesses lentes, il est indispensable. Pas optionnel, pas si j'ai envie, non, indispensable. Comme le café le matin, ou faire semblant d'écouter les collègues qui racontent leur vie privée au café du matin. Sans trépied sur une pause longue, vous obtenez une photo qui ressemble à ce que voit quelqu'un qui a trop bu. Et non, ce n'est pas un style artistique, c'est juste raté. En réalité, il y a quand même un moyen de déterminer la vitesse minimale à laquelle vous pouvez descendre pour shooter à la main sans trépied. Un moyen simple à calculer et à se souvenir. Vous prenez la focale de votre objectif, donc 10 mm, 200 mm ou quoi que ce soit entre les deux. Vous la transformez en 1 sur la focale, 10, 30, 300, 200, ce que vous voulez. Ça doit correspondre à votre objectif, hein, par contre. Si votre objectif est en 200 mm, vous faites 1 sur 200, 1 200e de seconde. Et bien ça, c'est la vitesse minimale pour shooter sans trépied. À 200 mm, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 1 200e de seconde, ce n'est pas possible. Bon, je vous déconseille quand même cette méthode si vous êtes atteint de la tremblant du mouton ou si vous avez bu trop de café le matin. Hein. Sinon, vous allez trembler. Mais globalement, ça marche pas mal. Mais soyons clairs, ça a ses limites. Celle de l'objectif utilisé. Bah ouais, ce que je disais juste avant là. Si vous utilisez un téléobjectif type 70-300, à 300 mm, votre vitesse minimale, c'est 1 300e de seconde. Et c'est quand même une vitesse plutôt élevée. Pas moyen d'avoir un filet avec ça. Enfin, si, mais c'est une autre histoire. Les photographes sportifs pourraient vous en parler. Je ne le suis pas. Alors oui, comment choisir sa vitesse d'obturation? Alors, pour débuter, votre appareil a un mode priorité vitesse, marqué S ou TV. C'est votre nouveau terrain de jeu. Vous choisissez les vitesses et votre appareil fait le reste, gérer l'ouverture et la sensibilité ISO. C'est comme un assistant personnel, mais sans la liste de courses. Et c'est surtout exactement la même chose que les autres priorités que j'ai évoquées précédemment, priorité ISO ou priorité ouverture.
AV, TV et je me souviens jamais pour la priorité ISO tellement je l'utilise jamais. Quelques petits conseils de survie pour pouvoir réagir rapidement. Si vous avez une scène d'action, de sport, des enfants hyperactifs dans tous les sens ou des oiseaux par exemple, un 250e minimum. Montez à un 500e ou un millième si c'est l'apocalypse zombie ou si ça tourne dans tous les sens. Vie normale, paysage, faites du tourisme, vous photographiez la ville de Collonges-la-Rouge, par exemple. Utilisez le 125e ou le 60e, ça passe crème. Encore une fois, ça va dépendre aussi de la luminosité ambiante, hein. Euh, Soyons clairs, le triangle d'obturation, il est toujours pareil. Vous voulez faire une photo du ciel étoilé ou d'une cascade sous forme éthérée ou feu d'artifice, hein, regardez ça. Feu d'artifice, une seconde et plus. Et là, n'oubliez pas le trépied. Je vous aurais prévenu. La règle d'or, en fait, elle est simple. Regardez autour de vous. Ça bouge ou pas? Si ça bouge et que vous voulez que ça reste figé en mode arrêt sur image, vitesse rapide. Si vous voulez que ce soit légèrement flou, vitesse lente. Voilà, vous avez votre réponse. Attention, pour les étoiles, il y a une limite à ne pas dépasser. Ouais, parce que la Terre tourne et si on pose trop longtemps, les étoiles, elles vont tourner aussi. Et ça va faire des traînées d'étoiles. Comme ça, là. Bon, je reviendrai sur ce point dans un prochain épisode. Il est en cours d'écriture. Et un point important, très important à ne pas oublier, c'est l'ouverture. Et ouais, si je reprends rapidement mes 3 photos à vitesse différente, là, il n'y a pas que la vitesse d'obturation qui a été modifiée. Il y a également, et ouais, l'ouverture. En réalité, pour pouvoir conserver mon équilibre sur le triangle d'exposition, il m'a fallu modifier l'ouverture pour suivre la différence de vitesse d'obturation. Vitesse élevée, grande ouverture, pour conserver le niveau de lumière nécessaire à une bonne exposition. Une vitesse faible, donc risque de trop de lumière, je ferme l'ouverture pour conserver l'équilibre. Le triangle d'expo, ça reste le point central. Et si vous voulez un résumé de ce triangle d'expo, il y a ma vidéo qui en parle, là celle-là. En résumé, parce que personne n'aime les cours trop longs. Si je résume rapidement, la vitesse d'obturation, c'est votre télécommande sur le temps. Vous pouvez jouer avec les lumières, plus ou moins de lumière, en fonction du temps que vous laisserez ouvert, figer l'action ou la laisser s'étirer, bien nette ou légèrement floue. Et j'allais oublier, si tu as du mal à descendre dans les vitesses et même en fermant au max, tu as toujours une image surexposée, eh bien il faudra passer par l'utilisation de filtres Neutral Density, les fameux filtres ND dont on parle régulièrement. On en parlera une autre fois. Mais en attendant, sortez, expérimentez, ratez, recommencez. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on continue à apprendre. Et si vous ratez, vous pouvez toujours dire que c'est de l'art conceptuel. Ça marche 60% du temps. Allez, à vos appareils et rendez-vous dans les commentaires pour me montrer vos expérimentations. Et n'oubliez pas, en photo, la seule vraie erreur, c'est de ne pas essayer. Soyez les architectes de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À la prochaine.